Comme je le faisais remarquer à notre chère équipe technique, les micro-cravates ont ceci qu'ils sont masculins. Il faut un pantalon, une jupe pour accrocher un micro, et avec une robe, ça ne marche pas. Donc il faudrait que les mecs de la tech réfléchissent aussi à des micros qui ne soient pas des micro-cravates, mais qu'on puisse embarquer quand on a une robe. Ça, c'est pas anecdotique en fait, c'est juste une petite, un petit hiccup là en passant, mais en fait notre vie est faite de ça, puis on ne remarque plus. Jusqu'au jour où finalement on met une robe et on se fiche pas mal du fait que ça va être compatible ou pas avec une techno qui n'a pas été pensée pour nous. Voilà. Isabella, tu me fais beaucoup d'honneur en me présentant comme emblématique, je sais pas, etc. Je vais me cacher un petit peu derrière ce bouquin que vous trouverez à la librairie et pas de façon auto-centrée parce que jamais j'aurais eu le courage d'écrire et de diriger un bouquin si ça n'avait été en fait de diriger un think tank d'une vingtaine de personnes. Et quand on réfléchit sur la question des équilibres femmes-hommes dans les lieux de pouvoir, on ne peut pas flancher quand il y en a 19 qui comptent sur vous. Et c'est cette énergie-là, moi, qui m'a portée, sinon jamais j'aurais eu la prétention de prendre la plume, ni même le courage, d'ailleurs, indépendamment de la prétention. Ça va être pour moi un peu le fil rouge pour partager avec vous sur cette question du pouvoir. Mais je vais quand même corriger 2-3 choses dans le panégyrique qu'Isabella a fait de moi, qui m'impressionne toute seule. Oui, je suis dirigeante, mais je suis aussi petite fille par mes 4 grands-parents de l'immigration italienne. Et donc, je n'ai pas baigné dans les lieux de pouvoir. Oui, j'ai fondé le réseau Aix-en-sur-Aisne, mais j'avais personne dans mon réseau. Je n'ai pas grandi dans des mondes sur lesquels le réseau ou le népotisme pouvait exister. Oui, je suis ingénieure et je me mêle de capital humain. Ça m'a pris en cours de route et ça ne m'a pas lâchée. Et quand je dis que je me préoccupe du capital humain, je me préoccupe de l'humain, mais je me préoccupe du capital. Et j'ai enfin réconcilié toutes les choses qui font partie de moi en créant ce fonds d'investissement, puisqu'à force de dire que le capital humain est celui qui précède tous les autres, qui régénère tous les autres, débranchez-le le capital humain, puis voyez si les autres capitaux avancent. Et ben j'ai décidé de joindre la démonstration à mes convictions. Militer, c'est bien, c'est essentiel de monter des arguments et de faire du plaidoyer. C'est encore mieux de faire de la démonstration. Et quand on rentre au capital d'entrepreneurs qui sont des vrais humanistes, là, on peut voir sur 1 an, sur 2 ans, comment la prospérité financière s'organise juste parce que l'équipe a les bonnes valeurs. Parfois, l'équipe qui a les bonnes valeurs, c'est les gars qui ont les bonnes valeurs. Et là, un de mes enjeux, et de repérer les femmes invisibles dans ces équipes tech. Moi, j'investis dans la tech parce que je suis ingénieure, parce que je connais bien, parce que je comprends un tout petit peu l'équation. Et de repérer les femmes invisibles, c'est par exemple dans mon deuxième investissement, qui est une start-up de la cybersécurité, d'entendre de façon totalement anodine que Gaëlle, normalienne, cerveau à pattes, qui tient tout le dev et qui est product lead sur leur objet de cybersécurité, va venir à Paris parce qu'elle travaille en province, mais c'est elle qui détient les clés du savoir-faire de la boîte, mais qu'en fait, elle n'est pas au CODIR, elle n'est pas au capital, elle n'est pas sur les slides du pitch quand on va lever, et quand ils vont lever des fonds pour leur série A. Ça me permet tout simplement de les mettre devant l'évidence, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et là, mon job à moi, c'est de les faire tout simplement constater que ces femmes-là, elles sont essentielles, et si elles sont essentielles, elles sont à la table. Elles sont à la table de direction, et elles sont au capital. Voilà. En fait, la question du pouvoir, j'ai jamais voulu y réfléchir vraiment. Tu décris mon parcours comme étant une femme de pouvoir, je ne me suis jamais vécue comme ça. Et il a fallu que je sois invitée par ma camarade de jeu Sophie Bramley. On a été 2 à co-diriger ce bouquin. Elle a monté un think tank qui s'appelle l'Observatoire des Futurs. Futur, ça s'écrit comme ça s'écrit futur, entre parenthèses E, fermez la parenthèse S. Et son enjeu était d'inviter une vingtaine de personnages venant de tous horizons
pour réfléchir à la façon dont ce qu'on est en train de vivre en ce moment est en train de modifier et de prédire un peu le monde de demain. Les personnages, c'est un pâtissier, une avocate spécialiste du droit des familles, donc en clair les divorces, une gynécologue, un architecte qui est devenu une architecte, un psychologue, un patron de grande école, une coach, une spécialiste des religions et de la façon dont certains mythes sont posés dans nos cultures. Bref, voilà, c'était tout un équipage extrêmement bigarré. Et comme il fallait bien commencer par quelque chose dans ce think tank, on a tous passé notre première soirée à jeter des mots en l'air sur un des sujets qu'on voulait explorer qui n'était pas tant que ça. Et le mot pouvoir s'est imposé. Et comme je suis, au fond, un peu locomotive, ben, j'ai levé la main pour diriger ce bouquin. Mon rôle a été celui-là. La question du pouvoir, je ne l'ai pas affrontée tant que ça en ayant une carrière de bon élève, tout simplement, qui fait que les étapes s'enchaînent. Et il m'a fallu du temps, et il m'a fallu monter un réseau au féminin pour faire éclore les talents au féminin de la boîte que je servais à l'époque, qui était Accenture. J'ai dirigé tout le secteur grande distrib au niveau mondial. Je me préoccupais du fait que même dans la grande distrib, qui est quand même le commerce, il y avait beaucoup de femmes candidates pour rentrer sur ces sujets B2C à l'entrée en carrière, et puis je ne les voyais plus, et qu'elles s'évaporaient, et que j'étais finalement la seule survivante, peut-être suffisamment chienlit pour être survivante, au sommet. Je m'en suis préoccupée dans ma juridiction, et en mettant en place tous les instruments que vous connaissez bien, à un moment donné, sponsoring, coaching, une coach qui intervenait avec une équipe me met devant une de mes réalités. Donc, discrètement, dans un coin, j'ai bossé aussi sur mes contradictions et les paradoxes à moi. Et l'un de mes paradoxes qui m'a sauté au nez, c'est que je suis une rebelle qui ne sait pas dire non. Je ne vais pas vous faire tout le cheminement pour y arriver, mais en fait, quand je relis mon parcours, c'était clairement ça. Pendant longtemps, je n'ai pas su dire non parce que j'étais gourmande, ou parce que j'étais curieuse, ou parce que ce n'était pas convenable. Et comme il se trouve que j'avais une santé de cheval, une grande sécurité affective, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme de ma vie en prépa et de toujours avoir les yeux qui brillent quand je pense à lui. J'avais suffisamment de filets de sécurité pour finalement prendre, sans dire non, prendre la charge. Et puis au fond, faire comme un de ces dictons qu'on connaît tous, qui est aujourd'hui, on attend d'une femme qu'elle soit avenante comme une jeune fille, bien élevée comme une lady et comme une dame, qu'elle réfléchisse et décide comme un homme et qu'elle travaille comme un cheval. Et moi, j'ai coché toutes les cases. Et sans déplaisir. Sans aucun déplaisir. J'ai savouré ça avec gourmandise. Et d'ailleurs, quand, après 27 ans de carrière chez Accenture, j'ai eu droit à une chasse et à une cour d'une séduction dingue pour rejoindre le directoire d'un groupe du CAC, c'était de la gourmandise aussi, de me dire, oui, allez, quand même un directeur du CAC, ça se tente. Et en fait, cette question de ne pas savoir dire non aux choses tentantes, je pense qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant de réaliser qu'au fond, c'était ça qui m'avait fait accéder à des niveaux sur lesquels j'avais le pouvoir et pas le pouvoir sûr, mais j'avais le pouvoir de prendre mes champs de liberté, de décider du cours des choses. Et vous n'imaginez pas à quel point on est libre quand on est dirigeant. C'est des choses qu'on ne se raconte pas entre femmes, mais plus on monte dans les niveaux, plus on a un total libre choix de sa vie, de son emploi du temps, de ce que l'on fait. La seule complexité, c'est que tout ça reste clandestin. Allez les trouver, les dirigeants qui affichent dans leur agenda concours de foot, du club de foot de mon petit dernier, vendredi après-midi, je me barre à 15h, il met rendez-vous. Donc nous tous, dirigeants, on organise pendant, et moi je l'ai organisé aussi pendant longtemps, un vaste mensonge qui consiste à avoir une liberté dingue totalement clandestine. En aucun cas je n'aurais pu être qui je suis
continuer à vivre cette aventure avec l'homme de ma vie et avec mes 3 filles si j'avais pas eu tous ces champs de liberté que je me suis accordés sans l'admettre, sans le dire et en les grappillant au fil de l'eau. Et c'était bien ma position d'autorité qui le faisait. J'ai une copine qui allait chez le coiffeur en semaine pour avoir à peu près, elle a une coiffure de gueule, à peu près bien coiffée, une fois par semaine, c'était pas suffisant, donc il fallait qu'elle y aille en semaine. Elle allait chez le coiffeur le matin, et pour pas se faire griller par son assistante, elle se mettait un espèce de truc comme ça, qui détruisait pas trop le brushing, mais qui lui donnait pas l'air trop coiffé non plus, clandestine. Moi, je le faisais dans les aéroports. Pendant longtemps, à Roissy, il y avait un coiffeur au Terminal 2, c'était quand même vraiment bien de pouvoir y aller en arrivant juste à l'aéroport en 40 minutes plus tôt. Donc, c'est cette question de rébellion qui ne s'assume pas complètement en entreprise. Moi, j'ai toujours essayé de le trouver de façon fertile et non pas stérile. La rébellion qui casse, ça ne m'intéresse pas. Mais la rébellion qui oblige à réfléchir et qui oblige à augmenter en niveau de civilisation, elle est essentielle. Et donc, je me suis acharnée à chaque fois que j'en avais le pouvoir de transformer et de modifier et d'améliorer, et donc de malmener un peu la structure et la culture qu'on m'avait confiée. Pour pouvoir faire ça, être un agent de l'intérieur, je l'ai toujours trouvé très puissant. Mais pour pouvoir bien transformer une culture et une organisation, il faut commencer par l'aimer un peu. Figurez-vous que j'ai même, et c'est encore le cas, il y a une douzaine d'années, choisi de collaborer au sein du MEDEF, qui à l'époque avait quand même, à mes yeux, une image de crocodile, gardien du pouvoir politique et pas forcément progressiste. Là, c'était un service commandé. Comme je ne suis pas rebelle, mon patron m'a dit vas-y, va les aider sur les sujets des jeunes générations. Oui, chef, je l'ai fait. Et là, en 6 mois, je vois cette entité, ce syndicat, pour ceux qui ne sont pas français, c'est un syndicat patronal, qui a le cran d'accepter la proposition que nous faisions, de mettre sur la table et de soutenir une proposition de loi qui s'est faite en 2006-2007, obligeait les employeurs de France à rémunérer les stagiaires de plus de 3 mois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et j'ai trouvé que cette entité avait du cran et qu'elle méritait le respect. Et donc, depuis, je m'y engage avec l'énergie de quelqu'un qui veut déringardiser la politique, mais qui l'aime suffisamment parce qu'elle représente des entrepreneurs. Et donc, il y a des lieux de pouvoir comme ça, sur lesquels il y a les moyens de changer. Il faut commencer par aimer un peu, y compris les coulisses du pouvoir, mais à être suffisamment impitoyable pour pouvoir le transformer et le déringardiser. Et puis, peut-être aussi un dernier aveu, c'est que j'ai, en fait, ma façon d'être rebelle alignée dans les organisations, ça m'a permis de trouver une façon de transgresser. Moi, j'ai au fond, là pour le coup, très tôt et très clairement dans ma tête, je me suis baladée avec un mantra en tête qui est « Better ask for forgiveness than for permission ». Je préfère demander pardon que demander la permission. C'est l'inverse de mon éducation à l'italienne. Et peut-être parce que, au fond, j'ai trouvé ça très brimant et très contraignant. J'ai préféré prendre des libertés, y compris dans des grandes corps, dans des sociétés cotées, à des niveaux de mandataires, c'est-à-dire lancer des sujets, pour peu que je les trouve intelligents, justes et à enjeux prospères pour le groupe, donc fertile, pas stérile, pour commencer à expérimenter avant de devoir s'expliquer et avant de devoir demander la permission. Si je n'avais pas fonctionné comme ça, je pense que ce soit dans mes propres entreprises ou bien par exemple dans les rangs du MEDEF, jamais je n'aurais eu le droit de commencer à travailler sur l'égalité femmes-hommes, sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre, sur les convictions religieuses. Si j'avais attendu que les institutions me donnent la permission parce que c'était un sujet légitime, jamais je n'aurais pu travailler sur ce que ça veut dire une organisation et une culture inclusive qui permettent à chacun d'être qui il est avec le sens du bien commun. Donc voilà la façon dont j'ai grandi, pour être plus honnête et moins caricaturale que dans un mini-CV qui raconte que le trottoir au soleil au fond de nos parcours. Ce que j'ai envie de vous dire sur ce bouquin, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il m'a permis de réapprivoiser cette notion de pouvoir. Moi, j'avais mis à peu près 20-25 ans à assumer
des titres de vice-présidente, puis de présidente. Je ricanais, enfin, j'avais une espèce de petit rire nerveux quand je disais présidente. Voilà, comme ça. Pas totalement assumé, ça me paraissait un peu une mascarade. Et puis en fait, j'en ai compris l'intérêt parce qu'au fond, le pouvoir, Isabella, tu l'as dit en d'autres mots, ça n'est pas le pouvoir sûr, c'est le pouvoir de. Et ça, il y a un des contributeurs dans le livre qui l'a bien dit, c'est Rafik Smati, cette différence entre l'exercice du pouvoir ou la conquête du pouvoir. On peut regarder le pouvoir de deux façons différentes. Et on peut se dire que jusqu'à présent, l'accès au pouvoir, par exemple dans les entreprises, mais aussi en politique, a toujours été vu sous les thèmes de pouvoir sûr, d'autorité sûre et de conquête. Mais en fait, il y a une autre façon de le regarder, bien plus séduisante, bien plus engageante, et dans lequel il y a certaines femmes et certains hommes qui se reconnaissent volontiers. Ce livre, si vous voulez le feuilleter, vous regarderez, il se déguste par petits morceaux et dans le désordre, parce qu'il y a 20 contributeurs. J'ai voulu en faire tout un chapitre sur la sphère intime et la sphère privée, parce qu'on est dehors ce qu'on a commencé à être dedans, ou alors on va très très mal, et à un moment donné ça casse. Et donc dans la sphère intime, typiquement, ça m'a permis de travailler avec des gens absolument passionnants sur le rapport d'autorité à la maison, dans le couple, sur l'argent, sur les enfants, sur son corps à soi, sur la question le pouvoir et la libido, et donc la question du pouvoir et du désir, la question de la parentalité, de la gestation, et notamment il y a une gynécologue très intéressante qui travaille beaucoup avec une clientèle féminine qui était en couple et qui avait un projet d'homoparentalité et qu'elle était obligée à l'époque d'exfiltrer, souvent à Bruxelles, mais dont elle écoutait avec intérêt le projet parental se construire avec bien plus de réflexion et même de travail, de projection sur le cercle familial que les couples hétéros qu'elle pouvait accompagner. Il y a également tout un chapitre intéressant sur la transmission. Qu'est-ce que c'est que nous, parents au pouvoir, quelle influence, la façon dont ça se transmet de génération en génération, ou pas, et finalement les contre-modèles, les anti-modèles ou les modèles que l'on peut être sur les générations suivantes. Il y a un deuxième chapitre, une de mes sphères qui peut vous intéresser forcément, c'est toute la partie professionnelle. Sur cette partie professionnelle, là pour le coup j'ai beaucoup plus tenu la plume en mode interview ou en mode co-rédaction. Et là on y trouve des enjeux absolument passionnants, la sélection des élites. Et Loïc Perrage, qui est le patron de HEC Grande École, a fait une étude d'économétrie super intéressante en s'interrogeant pour essayer de comprendre pourquoi parmi les candidats à HEC, bon, il y en a 10 000, ils en sélectionnent un peu plus de 300 à HEC en France. Au fond, il y avait toujours 52% de filles et toujours 47% seulement. Ça ne paraît pas beaucoup, hein, 5% d'écart, mais ça fait 20 ans que ça dure, sélectionner. Elle a essayé de regarder, au fond, ce qui se passait dans les enjeux de concours, qui ne se passe pas dans les enjeux d'examen, en comparant finalement les comportements et les notations d'une cohorte de jeunes qui, à l'instant T, passent le bac, qui est un examen, c'est-à-dire on n'a pas le bac en éliminant quelqu'un d'autre, on n'a pas une mention en privant quelqu'un, d'un concours à une grande école sur lequel on est 320e ou on est 321e, et c'est dommage. Et là, pour le coup, il a tout un travail intéressant sur la question de la performance absolue et relative, la question du pari, du risque, de la compète et de l'effet dévastateur que ça a sur les femmes, non pas génétiquement, mais probablement socialement. Nicole El-Karoui, c'est une autre contributrice, elle a travaillé de façon intéressante sur la bosse des maths. Nicole El-Karoui, c'est cette prof à l'IX et en université qui a formé des générations de quantes. Vous savez, les quantes, c'est ces mathématiciens qui sont jetés dans le monde de la finance parce qu'ils savaient modéliser de façon très puissante, qui ont peuplé les flores de Londres et de New York. Et dans ce monde-là, cette femme, mère de 5 enfants,
c'est beaucoup interrogé sur la vocation pour les maths. Est-ce que ça ensuite indique une vocation pour la tech? Est-ce que ce goût-là pour l'abstraction, ça ensuite incline à des métiers qui continuent à utiliser de façon formelle ces talents-là? Et Corinne, je crois que tu nous parleras des carrières ou de l'évaporation des filles dans la tech derrière. Avec une coach, on a travaillé sur la question de la peur ou de l'envie du pouvoir, de cette culture assez générale, en Occident ou ailleurs, qui fait que la femme attend d'être désirée. Et également, cette question de l'ambition, qui peut être soit un désir de faire de grandes choses, soit un désir qui fait qu'on avale des choses pour pouvoir obtenir un enjeu. Et à nouveau, c'est comme la question du pouvoir, il y a plusieurs façons de vivre son désir et de vivre son ambition, soit en le subissant, soit en le sublimant. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à traverser. Il y a également Fatma Bouvet-Maisonneuve, qui est une psychiatre addictologue, qui accompagne des patients et une patientèle féminine énorme à Sainte-Anne, et qui voit à quel point sa patientèle de cadres dans le business, hommes et femmes, commence à avoir des maux et des addictions convergentes. Alors physiquement, ça ne se voit pas forcément, mais des recours à toutes les substances possibles pour tenir bon dans sa carrière. Et elle voit augmenter une patientèle féminine qui a aussi des recours à ces béquilles chimiques, alcooliques ou autres, pour, au fond, tenir bon au boulot, à la maison. Et c'est assez intéressant, puisqu'elle a une lecture intéressante du prix du pouvoir, puisqu'il y a un prix de la liberté, il y a un prix du pouvoir, et il faut savoir le gérer. La question des points de vue différents de la société aussi est intéressante. J'ai travaillé avec Olivia Chaumont, qui est architecte. Pendant 12 ans, c'était Olivier. Olivier a eu jusqu'à 12 salariés dans son cabinet d'architecte. Quand on connaît ce type de secteur et de métier, c'est quand même une belle réussite. Olivier a fait sa transition, il est devenu Olivia, et là, subitement, sur d'autres chantiers, avec des sous-traitants, il s'est vu expliquer ma petite dame, je connais mon métier, donc là, je vous dis que ça, c'est droit, et c'est comme ça qu'on fait. En menuiserie, je connais mon métier. Mais d'ailleurs, on s'est interrogé sur la couleur des rideaux, est-ce que vous n'auriez pas un avis? Et donc, Olivia s'est vue complètement bousculée en voulant exercer le même métier par des attitudes totalement sidérantes auxquelles elle ne s'était absolument pas attendue. Et c'est une histoire intéressante, celle d'Olivia, parce qu'elle était également membre d'une loge maçonnique masculine, et elle leur a posé un vrai problème. C'est que ce n'était pas dans les statuts. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant, ça c'est aussi, parlant des lieux de pouvoir, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est qu'il y a eu un grand sursaut sur le thème « tu vas sortir », et en moins d'1 an, ils ont réglé le problème, ils ont changé de statut. Ils n'ont même pas mis 1 an. Je trouve ça remarquable de voir à quel point, au fond, elle a su questionner les systèmes, et à quel point ils ont assez rapidement vu l'intérêt intellectuel qu'il avait apporté pendant toute une époque, et son cerveau n'ayant pas été altéré par la transition aux dernières nouvelles. Il n'y avait aucune raison que ça ne soit pas une contributrice désormais tout aussi remarquable dans ces sujets. Voilà, et puis un dernier chapitre, parce que je ne veux pas être trop longue, je n'ai pas de timer, qui va vous intéresser aussi, mais c'est Cécile, Time's Up, voilà. Mais quand même, qui va vous intéresser aussi parce qu'on s'est intéressé à la sphère publique, parce qu'on habite tous dans 3 sphères, hein. Il y a ce qu'il y a entre des murs clos, il y a notre vie sociale, civile pour laquelle on est payé, ou on tente d'être payé, et puis dans la sphère publique, que ce soit la sphère politique, que font les femmes et les hommes de leur droit de vote, et puis dans la façon dont les modèles sociaux décrivent les hommes et les femmes convenables. Là, pour le coup, j'ai fait travailler un psychologue, Serge Effès, avec une spécialiste des religions, qui avait écrit un papier absolument fabuleux sur la façon dont les 3 grandes religions monothéistes montrent les stéréotypes mythologiques. Et devinez quoi, l'éditeur n'a gardé qu'une religion, et je vous chercherai, et je vous laisserai deviner laquelle. Il paraît qu'il n'y avait pas assez de pages dans le bouquin. Il y avait trop produit. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que je me suis fait le porte-parole
suffisant de la façon dont vous pouvez feuilleter tout ça. Moi, de ce que j'ai vécu autour de moi, ça se lit avec sa sœur, son copain, ça se donne à son DRH, à son mari, à ses collègues de bureau, ça se lit en vacances, à l'envers, en zappant un chapitre si jamais ça ne vous convient pas. Mais en tout cas, c'est le retour d'une vingtaine de contributeurs qui avaient pas tous tant que ça réfléchi à la question de la façon dont les lignes bougent entre les femmes et les hommes, mais notre ambition, c'est d'essayer de deviner un peu la société de demain. Voilà.